Bonsoir. Au niveau du micro, ça va? Ok, très bien. Donc, vous êtes beaucoup, c'est stressant. Euh, J'avoue que c'est la première fois que je fais une phrase un peu longue devant un public, donc excusez-moi si je bafouille un peu, que je me sens stressé. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Unreal Engine 4, 4 précisément, et pas l'Unreal Engine, the engine. Voilà à peu près à quoi ça ressemblait, d'un petit warning sur qu'est-ce que c'est que cette presse, qu'est-ce que c'est pas que cette presse. Euh, Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'il y a de cool dans Unreal et un peu d'autres choses, dont des démos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette présentation, c'est pas une présentation de comparaison entre les moteurs de jeu. Moi, j'ai jamais utilisé autre chose que l'Unreal. Donc je ne peux pas vous dire si c'est mieux que Unity, si c'est mieux que n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que font les autres moteurs. Donc voilà. Tout ce que l'Unreal sait faire, il y a beaucoup trop de choses pour qu'une seule personne les maîtrise toutes. Avoir quelques notions, c'est possible, mais comme je l'expliquerai plus tard, c'est fait pour vraiment travailler en équipe. Donc je ne pourrais pas vous parler de tout. Et bien sûr pas sur le cyclisme non plus. Donc qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu? Donc c'est juste un regroupement de quatre choses: un moteur graphique, un moteur physique, un moteur d'IA des fois, pas toujours, et la possibilité de scripter ou de coder votre jeu, votre gameplay, quoi. Qu'est-ce que ça a de cool un moteur de jeu? Pourquoi on utilise les moteurs de jeu? Parce qu'en fait, on va dire que la manière de faire, c'est de faire notre moteur de jeu. Donc imaginons si on travaille qu'avec OpenGL ou un truc comme ça. Vous allez travailler sur votre affichage et votre trucs comme ça. Vous allez développer du gameplay par-dessus. Ensuite, vous allez faire du game design, du level design. Et tout ça, ça va être des parties qui seront séparées, qui vont dépendre les unes des autres. Ce qui ça va être cool, un moteur de jeu, c'est que vous allez pouvoir faire tout ça en parallèle. C'est-à-dire commencer à faire un peu de gameplay, tout de suite pouvoir l'intégrer et que votre level designer commence à designer voilà, son level, mettre le gameplay, test, rendre compte que certaines valeurs vont pas, vous demander de tweaker, des trucs comme ça, en tant que programmeur bien sûr. Pareil, dès qu'un artiste va avoir des modèles, il pourra lui-même les mettre dans le jeu, il n'aura pas besoin d'attendre que le programmeur le fasse. Donc ça, c'est ce que ça a de vraiment cool. En gros, on a les outils pour chaque individu dans une équipe de développement et ouais. Ok, on a un outil pour chaque individu et surtout qui est à son niveau de compréhension. Euh, L'artiste, on ne lui demande pas de comprendre du C++, et typiquement, le développeur, on ne lui demande pas de comprendre, je sais pas, comment fonctionnent les shaders ou des trucs comme ça. C'est pas forcément un truc qu'on doit savoir. Donc ça peut s'apparenter à... Ah bah non, ok. Un peu du multithreading où chacun fait son truc de son côté et puis au final ça marche assez bien. Donc une question, qui a déjà utilisé un moteur de jeu, maintenant qu'on sait ce que c'est? Ok, beaucoup de gens. Et qui a déjà utilisé l'Unreal Engine 4? Ok, aussi beaucoup de gens. Donc si vous y connaissez beaucoup en Unreal Engine, vous risquez peut-être d'être déçu parce qu'on va juste vraiment voir la base, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Si vraiment vous vouliez voir des trucs techniques sur l'Unreal, vous pouvez limite partir maintenant parce qu'on on verra pas. On verra pas. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'Unreal, qu'est-ce que l'Unreal permet de faire. Donc première grosse feature, les blueprints. Donc les blueprints, c'est une manière nodale ou avec des blocs de coder. Typiquement, voilà, donc ça c'est un appel de fonction. Donc la fonction s'appelle getActorRotation, qui prend pas d'argument. Target self, c'est parce qu'en fait, faut imaginer que quand on code un peu comme dans du global. Il n'y a pas vraiment de, enfin, on peut, comment dire, ouais, dans l'Unreal, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles dans le global, et donc on va souvent préciser. Oh génial.
Donc on va préciser quel objet appelle la fonction. Donc c'est pour ça qu'on a tout le temps, enfin quasiment tout le temps un target self, où self étant l'objet dont on parle, ou sinon on va le connecter à ce qu'il faut. Je vous montrerai plus en détail dans la démonstration. On a des events. Ça c'est des events trigger par impute. Donc typiquement voilà quand Q ou I sont pressed. Et on peut, voilà, en fonction d'un event, trigger une action. Et voilà, la manière dont le code se déroule, c'est en suivant ces lignes, enfin cette ligne blanche. Ça veut dire qu'on rentre dans la fonction et là on sort de la fonction. C'est pas forcément toujours clair au début, parce que on va dire que toute cette partie-là, elle s'exécute une fois qu'on va arriver ici et qu'on aura besoin de nos rotations. Donc c'est pas forcément de gauche à droite ou de haut en bas, c'est en fonction de là on arrive là, on a besoin de ça, donc on va retourner ici, on get value, etc. Donc c'est pas super clair, mais on va dire que c'est assez simple à utiliser pour des fonctions basiques. C'est pas très simple pour des maths, enfin je trouve que c'est vraiment pas clair. Typiquement, ici on a une fonction avec des inputs et une output. Et ok, on a deux valeurs d'entrée. On prend la première, on ajoute 1, je sais même plus. On fait sinus de ma variable, on multiplie par x plus 1. Ensuite, on fait moins une valeur random en float, on a divisé 2,4 par cette valeur en float, et on a notre valeur, mais voilà, c'est vraiment juste pour faire un pauvre sinus, une addition, une multiplication, on a un truc super bizarre, qui n'est pas du tout adapté en fait aux maths, quoi. Donc ça c'est pas cool. Et puis ça peut devenir très vite le bordel. Ouais. Donc là, où ça rentre, où ça sort, d'où ça vient, c'est un peu le bordel. Alors on a moyen de ne pas faire ça tout le temps. On peut faire des fonctions dans les blueprints et tout ça. C'est des choses que je vous montrerai pour essayer d'éviter ça au maximum. Mais on va dire que c'est tellement simple d'ajouter à du blueprint, on va ouvrir notre blueprint, ajouter des petites notes, machin, on va dire ah là, on slide un peu, on va un peu plus loin, on se rend pas forcément compte et puis très vite on se retrouve dans un truc dégueulasse qui est plus maintenable et on sait plus qui rentre où et qui... rien, voilà, très bien. L'Unreal++, donc le C++ en Unreal, c'est dispo sous Windows, Mac et Linux. Mais en vrai, c'est dispo que sur Windows. Il y a pas mal de features qui ne sont pas supportées sous Mac et encore plus de features qui ne sont pas supportées sous Linux. Et c'est des features qui sont assez importantes que je vous montrerai tout à l'heure. Ah oui, alors C++. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui. C'est pas... Ce que je veux dire parce que c'est pas le plus simple de commencer avec, ce que je veux dire c'est commencer à travailler sur l'Unreal du C++, c'est pas très simple. En tout cas si on n'a jamais travaillé sur un moteur de jeu, comme moi, on va très vite ne pas savoir quelle fonction appeler, quand, où. La doc Unreal en soi, elle est pas trop mal, mais je dirais que je trouve qu'elle n'est pas assez claire et complète. Donc, et surtout, en fait, la plupart des gens codent en Blueprint avec l'Unreal, puisque c'est accessible pour tout le monde. Et dès qu'un artiste veut essayer de faire un petit jeu, il va se lancer et faire des blueprints. Donc, il y a beaucoup plus de doc et il y a une sorte de Stack Overflow de l'Unreal, et c'est, on va dire, à 70-80% des questions sur les blueprints. Donc, on trouve plus ce genre des solutions sur les blueprints, et après il faut convertir de blueprint à C++, des fois il n'y a pas les mêmes fonctions, c'est pas la même chose, voilà, donc c'est un peu chiant. Il y a des règles qui n'ont pas trop de sens, enfin, je trouve. Typiquement, le nom de vos classes, il doit commencer par majuscule U, majuscule A, majuscule F, majuscule T, des trucs typiques à l'Unreal. Et si c'est pas le cas, ça compilera pas. Et il va juste vous dire ah non, il n'y a pas un A devant le nom de ta classe, ça marche pas, c'est mort. Ok, s'il veut. Et puis aussi, il y a des trucs du genre ah oui, il faut include le generality.hash
à votre fichier. Et puis aussi, il faut bien inclure dans le bon sens, parce que si vous allez, je sais plus, mais si on inclut le point H avant ou après le generated, bah, ça compile pas non plus. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait derrière, c'est compliqué. Pour ce qui est de, pour ce qui est des classes avec les noms, les trucs chiants comme ça, là, generated, il y a le class wizard. En gros, depuis l'éditeur Unreal, pas depuis Visual Studio, on est capable de dire je veux créer une classe, et là on peut choisir le type parent, parce qu'on quasiment tout marche avec de l'héritage. Donc on va choisir notre type parent, et ça va automatiquement générer notre point H, notre point C avec tous les trucs chiants, du genre le nom avec un A et tout ça. Bon, il y a du mauvais, mais il y a du bien quand même, sinon personne n'utiliserait. Alors, il y en a qui trouvent pas ça bien, mais c'est garbage collecté. Donc, il n'y a pas besoin de gérer quoi que ce soit. Ouais, en fait, ça va rentrer pas mal du C#, je pense, dans ce sens-là. On met juste un pointeur et il est géré par l'Unreal, après, c'est son problème. Il y a des macros, uProperty, uFunction. Je vais mettre un exemple, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ouais, uProperty, uFunction, tout ça, c'est des macros qui permettent de dire, de faire le lien entre le C++ et les blueprints. Typiquement, on va pouvoir déclarer notre classe en C++ et ensuite donner des fonctions et dire c'est une uFunction et tout le monde peut l'appeler, ou alors que dans ma classe je peux l'appeler, etc. Donc quand je vais me retrouver sur mon blueprint correspondant à ma classe C++, bah, c'est assez clair en fait la manière de faire. Et puis il y a toutes les sources de... pour ceux que ça intéresse de bosser sur un moteur de jeu, toutes les sources de l'Unreal sont dispo sur GitHub. D'ailleurs, en même temps que c'est devenu gratuit, il y a aussi Physics qui est devenu gratuit, qui a ouvert ses sources. Donc ça, c'est assez cool. On va dire que c'est un bon mouvement par Epic. Ok. Ça, c'est des trucs assez importants. Enfin, c'est assez important de savoir débugger quand même dans l'Unreal. Et le problème, c'est qu'il va souvent bugger. Enfin, on va dire que quand on va mettre des breakpoints dans le code C++ et qu'on va lancer notre moteur, il a du mal, un peu comme un GDB en fait. Et il va avoir tendance à remonter, on ne sait pas pourquoi dans notre fonction, et puis il ne sait plus où il est, puis des fois il ne rentre pas dans la fonction. Voilà, donc c'est assez dur de débugger, à part en faisant des printf sur la sortie standard. Merveilleux. En plus, c'est un printf bien lourd quand même, hein, faut vouloir le faire. Mais bon, enfin, c'est l'un des seuls moyens de débugger facilement. Pareil pour ce qui est dans les blueprints, on fait des printf sur la sortie standard aussi en blueprint. Bon, mais il y a un autre moyen que je vous montrerai aussi. Ok. Donc, les différents trucs qu'il y a dans l'Unreal. Bon, là, c'est juste des slides pour m'organiser, mais c'est le moment où je vais vous montrer un peu tout dans le moteur directement. Donc ça risque d'être un peu long parce qu'il faut lancer. Il faut lancer le projet. Donc ça c'est un truc, il y a beaucoup de choses qui sont ok. Il y a beaucoup de content gratuit qui sont sur le marketplace Unreal, enfin dans la partie Learn typiquement de l'Unreal. Donc des animations, des particules, des textures, ces exemples que je vais vous montrer. Il y en a pas mal et ça permet vraiment de voir un peu tout ce que l'Unreal est capable de faire. Je crois que ça s'est lancé. Merveilleux. Des branches. Ouais, c'est mieux. Ouais, il semble. Non, mais c'est pas le son de l'Unreal. Donc je risque d'avoir du mal là.
Ah oui, pour ceux qui sont fans de Vime et tout ça, et de pas utiliser la souris, vous êtes trompés. Euh, donc voilà un peu à quoi ça ressemble Unreal. Euh, à gauche, on a... Donc ça, c'est un peu des raccourcis pour mettre des différentes formes ou trucs dans... Ça sert pas à grand-chose, à part vraiment, en fait. Enfin, à part pour les navmesh ou les trucs, mais... Enfin bon, de manière générale, ça sert pas à grand-chose. Ici, en haut à droite, il y a tous les éléments qu'il y a dans notre niveau. C'est assez bien organisé. C'est rangé par type et on a moyen de faire des folders, les ranger ensemble et de les cacher. Typiquement, si on est en train de développer notre jeu, il faut se rendre compte que si je mets une lumière dans mon jeu, n'importe où, ça va faire un icône dégueulasse de lumière. Et quand on arrive à la fin du développement d'un jeu, il y a des lumières partout, des effets visuels partout. Et on va dire que ça pollue vachement le rendu. Donc l'idée, ça va être de créer un folder light, tout cacher, faire notre truc et puis réactiver. Parce que non, c'est pas possible. Oula. Ok. Ok, donc pourquoi je commençais? Ah oui, les matériaux. Donc moi, je pars du principe que personne ne sait ce que c'est que les matériaux dans un moteur de jeu. Je sais plus où c'est. Ici, ouais. Donc typiquement, voilà ce que c'est qu'un matériel. Alors ça, c'est un truc assez simple. C'est enfin, oui, c'est un matériel assez simple. Typiquement, donc un matériel, c'est ce genre de boîte qui contient plein de caractéristiques. Donc tous les matériaux dans l'Unreal sont physics rendered, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils prennent des paramètres physiques et en fonction de ces paramètres physiques, ils affichent leur texture. Typiquement, on peut dire qu'il est plus ou moins métallique, ou qu'il reflète plus ou moins la lumière, ou qu'il est plus ou moins brillant, etc. On peut le rendre émissif, c'est-à-dire qu'il fait de la lumière comme matériel. Par exemple, si on veut des effets de néon, des trucs comme ça. Et voilà, après, à quoi ça ressemble, c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que faire des matériaux, c'est compliqué. En gros, il faut déjà avoir des certaines connaissances en normal map, comment la lumière est catchée par notre matériel. Donc une normal map, ça va être une sorte de texture, genre ça. Donc juste un truc dégueulasse comme ça, qui va indiquer au moteur où est-ce que notre matériel capture la lumière et où est-ce qu'il la capture pas. Ensuite, il faut même pas que je le ferme. Ensuite, grâce à ça, il va donc simuler la lumière sur l'objet et ça va donner une illusion de 3D. Ok. Attendez. Voilà, typiquement ici. Bon, ça rend pas génialement bien puisque c'est une sphère. Ok. Ok, ça rend pas très bien. Mais c'est censé donner une illusion de 3D. Si on va avoir une véritable 3D sur notre texture, c'est-à-dire que la texture est vraiment une vraie profondeur, c'est possible, avec ce qui s'appelle la tessellation, ou tessellation en anglais en tout cas. C'est l'un des paramètres qu'on a là.
mais ça demande énormément de performance. Et sur ce matériel, c'est pas possible d'ailleurs. En gros, en fonction du type de matériel qu'on va définir, ici, donc surface, opaque, etc., il y a certaines options qui vont être désactivées, mais ça va permettre au moteur de mieux optimiser ce qu'on va faire. Ensuite, les particules. Alors là, c'est encore plus compliqué. J'ai essayé d'y toucher. Et non, faut pas y toucher, à part si vous êtes artiste. Je vais vite fait vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est juste pour... Je vous montre un peu ça, mais c'est vraiment... Oui, en gros, ce qui doit être fait par les artistes doit être fait par les artistes et pas par les devs. C'est pas possible en fait à faire pour d'autres personnes. Alors bon, ça c'est une particule qui est assez simple, avec un seul émetteur de particules, et typiquement, dans une particule, on va avoir énormément de caractéristiques, et chaque caractéristique a 15 000 options ah oui, comment la couleur varie avec le temps, et c'est des fonctions souvent. On y a accès, si ça vous tente de vous y mettre un jour. Voilà, color over time. Je crois que la fonction c'est une distribution, puisque ça passe ici de jaune à orange en haut. On peut afficher la fonction ici. Et ensuite on peut travailler sur comment la courbe évolue, changer en tant qu'utilisateur, dire ah oui mais non mais moi je veux que... Ah, ok. Ah, parfait. Voilà, typiquement si on veut changer la tangente de notre fonction pour changer la manière dont ça change de couleur, je crois que ça a un peu marché là, mais savoir exactement ce qu'on fait ici, c'est assez compliqué. J'avais parlé avec un gars qui bossait dans les textures et les particules dans le jeu vidéo, et il m'expliquait que c'était quand même des gars qui savent coder un peu, et qui ont même appris un langage, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui permet de eux-mêmes coder leur propre shader. Donc c'est des gars qui savent exactement quand ils vont mettre une normal map, quand ils vont activer des fonctions, des trucs bizarres, ils savent exactement ce qui va se passer dans le moteur, qu'est-ce que la carte graphique va faire, qu'est-ce que la graphique va pas faire, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte en fait quand on joue. Il y a énormément de fake. Il n'y a pas grand chose qui est dynamique, etc. Parce que dès qu'on a des choses dynamiques, bah, la lumière elle marche moins bien. Donc en résumé, ouais, les particules c'est pas très bien. L'UI. Il y a un truc qui s'appelle... donc, de base c'est géré par Slate. Et il y a une surcouche qui est faite par l'Unreal qui s'appelle UMG, et qui nous permet en gros de manière WYSIWYG de créer des HUD. Typiquement, User Interface. Donc on crée un nouveau blueprint. Et donc ça va être notre case où on va dire, voilà, ça c'est mon interface. Et on va avoir différents éléments. On va pouvoir par exemple mettre un bouton, ou ne pas mettre un bouton. Voilà, mettre un bouton, merveilleux. Donc définir sa taille et tout ça. Donc tout ça c'est fait pour les gens comme nous qui connaissent rien aux interfaces. Et on va pouvoir par exemple dire mettre des événements. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton? Et ça nous ouvre directement notre blueprint. Et en gros, ça c'est comme un appel de fonction. En gros, c'est quand on clique, ça va appeler cette fonction. Et là, on va commencer à coder des trucs du genre ouvrir un niveau et des trucs comme ça.
De manière générale, c'est une bonne occasion pour parler des blueprints. À gauche, ici, on a les fonctions qui sont associées à notre blueprint et les variables. Typiquement, on peut ajouter une variable, dire je veux qu'il y ait un booléen qui s'appelle, je sais pas, inspiring. Voilà. Donc maintenant, j'ai un booléen dans ma classe. En gros, un blueprint, c'est une sorte de classe qu'on va instancier. En fait, on va juste instancier notre blueprint. Ça va donner un objet du type qu'on a créé. Et puis voilà. Et on peut y avoir accès. Après, on peut gérer, par exemple, s'il est public ou privé, etc., etc. Ah ouais, et au niveau de l'interface, ça s'organise souvent comme ça. En haut à droite, on a les deux parties. Donc la partie visuelle avec les machins drag and drop, ce genre de trucs. Et l'autre partie qui s'appelle graph, qui correspond à tous les blueprints. Ah oui, et Slate, ça permet de faire des UI en 3D, mais ça je vous montrerai plus tard. Les skeletal mesh, alors ça, il faut que j'ouvre une nouvelle map si je ne me trompe pas. Donc en gros, un skeletal mesh, c'est juste le squelette de notre personnage. Alors j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir. Merveilleux. Alors voilà, donc on a notre personnage. Et il a donc un squelette. Un squelette, ça peut juste s'apparenter à une sorte d'arbre où chaque élément va avoir plein de fils, quoi, qui correspondent à toute la partie découlante de notre squelette. Typiquement, ça sert quasiment, enfin, ça sert dans les animations énormément, parce qu'on va pouvoir dire que si on bouge l'épaule vers l'avant, tout le reste du bras va bouger de même manière. On n'a pas besoin de bouger chaque élément. Et ça permet directement via l'Unreal de faire des trucs assez sympas avec les animations. Typiquement de changer nous-mêmes les animations. Donc ça c'est la partie squelette animation d'un blueprint. Donc on a un squelette et on a toutes les animations qui correspondent, donc en haut à droite. J'ai cliqué sur l'onglet animation et en bas on a toutes les animations qui correspondent. Encore une fois, les animations c'est quelque chose d'assez compliqué, pas autant que le matériel et les particules. C'est quelque chose qui est accessible vraiment à tout le monde. Donc, franchement, si vous avez envie de faire des animations un peu stylées ou ouais, vraiment, faire une animation c'est compliqué. La designer et vraiment la faire sur 3ds Max ou des trucs dans le genre, je sais pas exactement qu'est-ce qui fait des animations, ça c'est compliqué. Mais les linker dans l'Unreal et faire quelque chose d'assez smooth, ça c'est faisable. C'est pas forcément super simple, mais c'est faisable. Typiquement, ce qui peut être compliqué, c'est que si on a envie que notre personnage suit par exemple la caméra, il suit la caméra avec ses bras. C'est typiquement ce qui est faisable avec ce genre de truc. Ici, on a toutes les positions possibles, une à une, de notre personnage, devant, derrière, etc. Et en gros, dans le blueprint correspondant à l'animation, je ne sais pas où il est pour ce personnage, mais dans le blueprint qui correspond à l'animation, on va définir l'offset, qui est la direction dans laquelle le personnage regarde. Et oui, donc on définit l'offset. Et avec ça, on va juste donner en propriété, on va donner l'offset en propriété à un blend space. Un blend space, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est typiquement ce qui permet de faire des liens entre des animations de manière vraiment régulière et smooth.
Typiquement, voilà, là on a un personnage qui est arrêté. Et comme vous pouvez le voir, il y a, en bas c'est Direction et Speed. Et c'est le gars qui lui-même donc, a drag and droppé les différentes parties. Comme ça, par exemple. Donc on va dire, voilà, quand il a une speed de 0, une direction de moins 180 degrés, donc ça c'est les arguments qu'on lui donne, direction, speed. Quand il est en 0,0, il est en idle, je sais pas comment dire en français. Quand on commence à accélérer, en moins 180 degrés, il va en arrière, à 90 degrés à gauche, etc., etc. Et typiquement, entre les entre actions, donc il va en diagonale, il va un peu moins vite, ou etc. Ça, c'est géré tout seul par le blend space, qui va déterminer lui-même, en gros, comment les animations se jouent et comment, entre deux, les animations, comment elles se joueraient, en fait. C'est juste, il prend une sorte de moyenne de chaque position du squelette, et il va déterminer la nouvelle position. Donc ça, c'est super cool, parce que ça permet, voilà, de faire des animations qui ressemblent vraiment à quelque chose facilement. Quelques tips au niveau C++ et... Ah, on va passer un full screen. Ah, génial. Quelques tips pour le C++ déjà. Utilisez tout le temps auto. Il y en a qui n'aiment pas, mais pour le coup c'est vraiment pratique parce que l'Unreal, ils ont tendance à changer leur type eux-mêmes. Des fois ils font ah ouais non, on va changer, c'est plus type là ou enfin c'est déjà arrivé en tout cas, ou à changer par exemple les si une fonction est privée ou publique, d'un coup ils vont dire ah non c'est privé et boum le projet compile plus d'une version à l'autre. Ils n'ont pas cette notion comme les développeurs de la STL que chaque nouvelle itération ne doit pas casser toutes les précédentes. Là ils s'en foutent. Donc vous emmerdez pas avec les types, surtout que de manière générale on s'en fout en fait. Vous allez faire auto ma variable égale une fonction. Et ensuite, ma variable, flèche, voilà, et on s'en fout de savoir si c'était un rotateur ou un autre truc qui ressemble mais qui n'est pas exactement la même chose. Ah oui, le debugger. Je vous montrerai ça juste après, j'ai une démo à vous montrer et ça sera l'occasion de vous montrer un peu plus de choses. Et ouais, essayez pas trop de faire des trucs de ouf au niveau art. Ça coûte beaucoup de temps et finalement, bon, même si c'est cool à regarder, un artiste le ferait beaucoup plus vite que vous. Bien sûr, si vous développez tout seul votre jeu, bah, vous n'avez pas trop le choix, mais faut mettre ça au second plan, on va dire. C'est pas vraiment la priorité. Et souvent, typiquement faire des jolies particules, ça va vous prendre 2 semaines pour pas grand chose, foncièrement. Donc, est-ce que l'Unreal c'est magnifique? Oui, mais en C++, donc dans la partie C++ de l'Unreal, du côté Unreal lui-même, beaucoup de leurs fonctions ont de l'effet de bord. Là où ça n'a pas forcément de sens, genre des fonctions qui renvoient qui renvoient rien justement, et qui prennent des références et qui changent la valeur intérieure, alors qu'elles pourraient très bien retourner une valeur et on la set. C'est très chiant, typiquement parce que ça empêche d'utiliser l'auto. Mais on va être obligé de d'abord déclarer notre variable et ensuite la passer à la fonction, alors que foncièrement on n'a pas envie de faire ça, quoi. Ouais, les projets en full C++, c'est assez possible. On peut faire l'interface en C++, les animations en C++, et tout. Donc c'est possible, mais ça commence vraiment à devenir compliqué. De manière générale, on va avoir plutôt tendance à suivre une sorte de modèle qui est tout ce qui est vraiment gameplay et voilà, le cœur du jeu en C++,
Et puis dès qu'on va commencer à faire des animations et des trucs comme ça, on passe sous l'Unreal parce que c'est pour ça qu'on l'utilise, quoi. Enfin, on n'a pas envie de se faire chier à coder à la main. Ah oui, alors si le monsieur il court, il fait ça, s'il vise, il fait ça, etc. Ah oui, et la plupart du C++ renvoie des pointeurs sur des datas qui sont privées, donc c'est cool. On peut faire un get machin, prendre le pointeur, changer ses valeurs et dire j'encule ton privé. Ok, donc niveau propreté, c'est pas trop ça. Et d'ailleurs, faut savoir que beaucoup des, des variables internes sont publiques en fait sous l'Unreal. Ouais, la plupart. Et maintenant, ils commencent à changer ça et à mettre ça dans une fonction et mettre des warnings partout en mode oh là là, on va tout passer en privé, faites attention. Mais en fait, si on veut avoir accès à des choses en Blueprint, c'est quand même. Voilà, enfin, c'est la méthode du flemmard, mais si on veut avoir accès à des choses en Blueprint, quand on est en privé dans notre fonction C++, enfin dans notre classe en C++, on est en privé, on n'a pas accès au blueprint le blueprint correspondant n'a pas accès à la variable. Donc on est obligé de faire un getter qui est public pour récupérer la variable. On doit faire des getters pour toutes nos variables qui sont privées. C'est super chiant. Donc c'est pour ça que, mais en général, tout est public. C'est pas super propre. Donc au niveau des blueprints, qu'est-ce que ça a de chiant? Comme vous avez vu sur le magnifique graphe tout à l'heure, c'est dur à maintenir dès qu'on commence à avoir un blueprint de la taille de la Terre, qu'on a 56 liens partout qui vont, on ne sait plus trop exactement où, on va aller chercher qui va où, qui fait quoi, on ne sait plus. C'est assez compliqué. Le blueprint, c'est des binaires qui sont ensuite compilés par la VM Unreal et qui nous donnent du code compilé C++, mais c'est des binaires, donc le versionnement ça n'existe pas. Donc si vous bossez à deux en même temps sur un blueprint, bon courage quand il faut merger. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, public. Et oui, on peut pas faire tout ce qui est possible de faire en blueprint dans C++. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Typiquement, il y a des choses qui sont faisables comme blueprint. Typiquement, les particules, des trucs comme ça, tu peux pas coder en C++ des particules, ça n'a pas de sens. Mais on va dire que tout ce qui est un peu logique, même les logiques d'animation sont codables en C++. Par contre, il y a certaines choses en blueprint, enfin certaines fonctions accessibles en C++ qui ne sont pas accessibles en blueprint. Non, ça devrait pas être un problème pour vous, mais c'est pas cool pour les autres. Avant de passer à cette partie, je voulais juste vous montrer vite fait. Très bien, calme-toi. Quelque chose que j'ai fait en... Voilà ça. J'ai fait ça ce week-end, au début de la semaine, pour vous montrer un peu en 3-4 jours ce qu'il est possible de faire sur Unreal. Faut savoir que je suis pas un maître en Unreal, donc c'est pas parce que j'ai fait ça en 4 jours que vous allez prendre un mois et demi. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait faisable. Alors, oula. Ah. Je sais même pas comment on fait. Ouais. Ok. De manière générale, c'est sombre, hein, c'est fait exprès. J'enlèverai le toit pour montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Ah, merveilleux. Donc typiquement, ici, je viens de me faire tuer par un bot. Ok. Ah oui, je sais pourquoi.
par contre, j'ai perdu ça. Oui, c'est normal. Donc typiquement, voilà. Donc là, j'ai différents. Juste pour vous montrer, là, typiquement, j'ai mon blueprint de caractère standard qui est ici, et j'ai envie de faire de l'héritage. En blueprint, c'est parfaitement possible. En gros, on va clic droit, duplicate. Non. Voilà, create blueprint based on this, et ça va nous créer directement un fils en fait de cette classe. Donc on peut faire de l'héritage assez simplement. Tu peux laisser éteint, hein. Ouais. Typiquement, j'avais genre ma classe de base qui hérite du code C++, et après j'ai pu faire un bot et mon player directement qui hérite de ça. Aussi, il faudrait peut-être que je vous montre la correspondance avec le code. Donc, on a voilà, une interface qui est pas trop mal, directement inclus dans Unreal pour ce qui est de coder et directement faire, enfin coder et compiler tout ça. Si je me trompe pas, c'est pas sous Mac. Me jette la pierre celui qui sait, mais ce qu'on peut faire, c'est ce qu'ils ont appelé hot reload, c'est-à-dire compiler à la volée notre code visuel pour qu'il soit intégré directement au projet. Donc typiquement, je vais ajouter des fonctions, je vais créer de nouvelles classes, des trucs comme ça. Avant, ce qu'il fallait faire, donc il y a 3-4 mois, il fallait fermer l'éditeur, relancer Visual, et ça lançait l'éditeur, et ça ajoutait nos fonctionnalités. Maintenant, c'est possible directement, directement depuis le moteur. C'est cool. Donc sous Visual, typiquement, alors bon, il y a des macros partout. Ça, faut s'y habituer, c'est comme ça. Une uFunction, c'est ça. Ça veut dire, donc on va dire depuis mon blueprint. Alors, merveilleux. Depuis mon blueprint, je peux appeler cette fonction et je vais lui donner une catégorie. Ça me permet de, quand je suis dans mon blueprint, je peux cliquer droit et là, un éventail de choix s'offre à moi. Et donc, si je ne sais pas exactement ce que je veux, je sais que je veux un truc en maths. Si je ne me trompe pas, il y a un truc maths. Voilà, là, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc là, ça c'est toutes les fonctions qui viennent de maths. Là, moi, j'ai créé caractère infos dans TPS caractère. Et là, j'ai toutes les fonctions qui sont reliées à caractère infos. Donc, c'est assez pratique et c'est vraiment bien pour organiser son code blueprint. Typiquement, donc voilà, ce que je voulais vous montrer. Je sais plus ce que je vais vous montrer. Ouais, donc les uFunctions. Donc ça, c'est pour les fonctions. Et on a la même chose pour les properties. Donc on peut avoir des fonctions normales, hein, c'est pas interdit. Juste, il n'y a aucun lien entre le blueprint et mes variables, à part si je fais typiquement une fonction qui les relie. Et on a voilà, donc les uProperty qui nous permettent de dire ah voilà, alors là j'ai une propriété, elle est éditable depuis l'Unreal, mais que sa valeur par défaut, c'est-à-dire que quand mon personnage va être instancié. Ce que ça a de cool en fait, c'est que typiquement, là maintenant, je me suis trompé sur la valeur de la vie de mon personnage. Donc je peux aller dans Class Defaults, et ici j'ai toutes mes properties que j'ai définies en C++ qui sont changeables.
Donc typiquement, mes points de vie qui sont à 100, bah, je vais pouvoir les passer à 5000, ou je sais pas combien, beaucoup, recompiler, et boum, c'est parti. Non, là, je devrais plus mourir. Ah. Donc ça, c'est des bots, je vous explique un peu après comment ça marche. Mais donc là, voilà, j'ai une UI, la vie... Ok, il est en train de mourir tout seul. Ah, ça bug pas, hein. Du code très stable. Je sais pas pourquoi il est en train de mourir. Ok. Mon PC est pas très bon, donc j'ai peut-être mis un peu trop d'effets visuels, je crois. Euh, ouais. Bah typiquement, ce qu'il y a dans mon dos, c'est une UI que j'ai fait avec UMG, que j'aimerais bien vous montrer, mais il semble qu'on a un décès en direct live. J'ai même plus de souris. Ok. Ah, merveilleux. Ah oui. Je m'internet, de toute façon, ça risque pas de marcher. Ok, bah on va relancer depuis Visual. Donc ça arrive des fois. Typiquement, ça m'est arrivé pas mal de fois quand on commence à toucher vachement vite à un blueprint, changer des valeurs, machin, machin, lancer directement la démo, et boum, l'Unreal crash et fait une breakpoint quelque part dans l'Unreal. Donc ça vous fout un breakpoint dans le code Unreal. Vous savez pas trop pourquoi, c'est pas votre faute, hein, c'est juste que des fois l'Unreal il a un peu de mal. Faut savoir que ça arrive pas toutes les 5 minutes non plus. Mais bon, fait de Murphy, hein. Loi de Murphy, ouais. Euh, donc typiquement, voilà, là, leur barre, leur point de vie, et... Ah, j'ai pas sauvegardé. Donc il faut que je rechange mon point de vie, génial. Ah non, puisque, ok, oui. Donc je disais, leur barre de vie et mes barres de vie, c'est fait avec UMJ directement. Euh, c'est ce qui permet, donc ça permet d'avoir des UI en 3D. Typiquement, mes nombres de munitions là, c'est aussi fait avec UMG. Donc c'est super sympa, c'est super joli. Bon, pour l'instant, je m'y connais pas trop, donc ça donne pas des trucs de ouf. Mais c'est vraiment simple à faire. Donc, à quoi ça ressemble? Typiquement, j'ai juste une barre de vie ici. J'ai défini sa couleur, voilà. Et dans mon blueprint de caractère, je vais dire à chaque tick, donc un tick, c'est juste une frame, si je ne me trompe pas, donc c'est à chaque fois que le jeu fait une boucle. Donc tous les ticks de tout le monde sont faits. Et là, ce que je fais, c'est que euh, on caste beaucoup. Hein, dans Unreal, on fait ça tout le temps. Donc tu récupères ton caractère à chaque fois que tu le castes dans le type que tu veux. Je récupère la vie et je set la valeur de la barre de mon UI. Et voilà, c'est fini. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer que faire des UI, bon, c'est des UI simples et pas forcément super stylisés, mais c'est assez simple. Pareil, comme vous avez pu voir, j'ai une lampe qui est attachée à mon personnage, à l'arme de mon personnage. Ça, pareil, c'est un truc qui est assez simple à faire. Il suffit juste d'aller dans votre blueprint d'arme. Euh, ah oui. Donc dans le viewport, donc c'est là qu'on va voir, on va voir en 3D nos assets. Et donc j'ai mon arme, donc le mesh de mon arme qui est le modèle 3D. Euh, Hamo qui est ou Hamo, je sais plus, qui est le HD qui correspond aux munitions, et ma lampe que j'ai directement attachée là. Mais vraiment, j'ai vraiment rien de fait de compliqué. J'ai juste créé une lampe avec ça. Donc on peut aller là, light, et prendre une lampe, la mettre, l'attacher. Voilà, maintenant il y a une lampe ici aussi, merveilleux. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que si on veut ajouter des éléments à un mesh, ajouter de la lumière, ajouter des petits trucs comme ça, c'est super super simple. Euh, de manière un peu plus compliquée sur un personnage, euh,
Donc sur un personnage, on va avoir la caméra, le bras. Donc le bras, c'est ce qui permet de maintenir la distance avec le personnage et d'avoir un mouvement assez smooth. Euh, bon, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué, mais voilà, on a une capsule qui permet de définir la. C'est une manière plus simple de définir la physique. Il y a moyen de dire que c'est directement le modèle 3D qui définit la physique, mais on va dire que ça coûte beaucoup plus de ressources. Donc si vous vous en foutez que la physique ça soit exactement pile poil au millimètre près le modèle 3D, vous pouvez dire que c'est la capsule, enfin de base c'est la capsule et ça coûte beaucoup moins de performance. Donc ça c'est cool. Une arrow qui permet de définir c'est quoi devant. Euh, Pareil, il y a aussi le mouvement, mais bon ça, on s'en fout un peu. Euh, pour ce qui est du son, je sais pas s'il y a moyen de brancher, mais pareil, c'est quelque chose qui est assez simple. Tu vas. Alors attention, ça risque d'être fort. Ça marche bien, ça marche très bien. Ok. Typiquement, pour ce qui est du son, ça marche pas, ça doit être mon lecteur. Euh, Typiquement, euh, on est capable de. Donc si je vais dans. Je crois que c'est dans mon blueprint de weapon. Donc on a toujours un viewport, donc qui est le truc pour voir le 3D, le construction script, donc qui définit quand mon objet est créé, qu'est-ce que je fais. Je peux faire autre chose qu'initialiser des variables. Typiquement, moi, dans le construction script de mon caractère, je lui équipe une arme. Bon, c'est juste parce que je pensais équiper, faire autre chose que juste équiper une arme, mais typiquement, voilà, on peut faire plein de choses. Et pour jouer du son, bah, c'est assez simple. En fait, on a juste à dire voilà, place on alt location. On donne l'endroit où on a envie de jouer le son. On donne l'asset du son. Donc là, voilà, on a le menu de Laurent avec tous nos sons. Et voilà, ça joue le son. C'est aussi simple que ça. Vu qu'il y a une gestion du son en 3D et tout ça, bah, c'est assez cool de pouvoir définir aussi facilement nos trucs. Vas-y, lance-toi. Je crois que ça marchera pas, hein. Non, ça marche pas. Donc, donc, euh, pour ce- passons aux animations, vu qu'on parlait de ça. Donc dans les animations, typiquement à quoi ça ressemble à des blueprints, des trucs comme ça d'animation. C'est souvent des switch cases et des trucs comme ça du genre est-ce qu'il est en train de faire ça, est-ce qu'il est en train de faire ça. Et c'est souvent des trucs assez gros. Bon moi c'est un tout petit truc donc j'ai pas la masse de trucs. Enfin c'est un tout petit projet donc j'ai pas la masse de trucs. Mais on va souvent récupérer nos data et dire ce qu'on va faire. Et ensuite on va aller dans l'anime graph. Donc il y a donc l'event graph qui est un blueprint comme tout le monde et l'anime graph c'est une partie un peu plus proche de l'animation. On va définir des positions et on va pouvoir jouer des trucs en fonction. Typiquement, ici il y a ce qui s'appelle additive, c'est le fait d'avoir deux animations qui se superposent l'une à l'autre. Euh, c'est ce que je vais avoir ici, typiquement quand je vise vers le haut, mon personnage il regarde en haut ou il regarde en bas et en même temps il peut bouger, tirer, courir, sprinter, tout ça. Et ça, c'est permis grâce à l'additive, typiquement, parce que, en gros, le fait d'animer le haut de mon corps est indépendant du fait d'animer le bas. Euh, Ça, c'est voilà, c'est un peu plus compliqué et il y a quelques trucs qui sont durs à comprendre, en tout cas quand on commence. Mais ça permet d'avoir des rendus qui sont vraiment pas mal assez facilement. Et dernièrement, un petit. Alors moi, je n'ai pas vraiment testé les IA. Alors vraiment l'IA de base que j'ai faite euh, pour le personnage. Euh, nanana. C'est un truc qui est géré de base par Unreal, donc c'est pour ça que j'ai fait ça vite fait tout à l'heure avant de venir. C'est
la possibilité en fait d'avoir un senseur sur notre personnage sur lequel on va définir sa line of sight. Donc c'est le truc en vert et on a en bleu et en jaune. Je sais plus qui fait quoi, mais je sais qu'il y en a un qui est pour le son. Et en gros, ça va définir quand est-ce que mon personnage est capable de capter des informations et qu'est-ce qu'il va capter. Et ensuite, bah pareil, hein, une fois qu'il a capté, c'est dans l'event graph qu'on récupère nos informations. Donc là, c'est on see pawn. Donc quand il va voir quelque chose, quand un pawn va rentrer dans dans sa ligne de vue, bah il va faire ses trucs. Il va bouger vers le pawn et après il va commencer à tirer dessus, etc. Donc ça c'est vraiment de l'IA très très simple, mais c'est pour montrer que si on veut faire des trucs assez simples, voilà, pour faire des trucs simples c'est facile à faire. Il n'y a pas vraiment à s'emmerder. Après, j'ai un peu regardé pour faire des IA plus compliqués, il faut faire des arbres de décision et d'autres trucs qui sont un peu plus compliqués. Mais voilà, bon, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Je sais que c'est pas ultra exhaustif et tout ça. Mais si vous êtes intéressé par regarder plus, c'était juste vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire et un peu à quoi ça ressemble, de manière à ce que si vous saviez pas qu'est-ce qu'on peut faire, comment le faire, voilà, en 1 heure vous ayez une idée et au moins vous sachiez si vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça j'ai mis pas mal de références. Faudrait que je mette les slides quelque part d'ailleurs. Mais il y a énormément de tutoriels et de documentation qui sont sur internet. Beaucoup de vidéos qui sont faites sur YouTube. Il y a ce mec, Rama, qui en gros a fait plein de libs gratuites ou de fonctionnalités ajoutées à l'Unreal. Typiquement la possibilité, dans l'Unreal de base, les inputs sont hard-codés. Donc on va définir dans l'Unreal quel input correspond à quoi. Mais de base, il n'y a rien qui permet de redéfinir les inputs de manière dynamique. Bah, lui, il a fait un plugin voilà, qui permet de faire ça gratuitement, il l'a donné aux gens. Alors que la plupart des gens font ça sur le marketplace et c'est payant. En plus, il donne plein de conseils et il fait tout en C++, donc ses conseils sont intéressants. Donc voilà, ce gars est génial, suivez-le. Merci à quelques personnes qui se reconnaîtront. Si vous avez des questions, voilà, je sais que j'ai pas tout couvert, mais si vous avez de revoir quelques parties en détail ou quoi que ce soit, bah dites-le moi. Ouais, ça a l'air cool pour faire des jeux solo, mais si tu veux faire des jeux en ligne, est-ce que c'est aussi pratique? Oui, alors ça, j'y ai absolument pas touché, parce que je suis mauvais. Mais alors, si je me trompe pas, je sais pas si je peux te le montrer dès maintenant, parce que j'ai vraiment pas touché. Mais normalement, voilà, on a une notion de réplication qui est ici, et en gros qui va définir si nos variables sont partagées ou pas sur le serveur. En gros, est-ce que les différents clients vont partager ça? Est-ce que le serveur va partager ça? Alors, je sais plus exactement qu'est-ce qui correspond à quoi, mais normalement, voilà, tu as moyen de dire je veux copier ça que avec le serveur ou je veux copier ça avec le serveur et les autres clients. Et ça, c'est géré de base par l'Unreal. La création de sockets et tout ça, enfin, c'est vraiment tout est fait par l'API Unreal. C'est pareil, je crois que c'est relié avec l'API de Steam. Donc, si tu veux créer un serveur depuis Steam, tu fais ça vraiment en 2 clics. Et si je ne me trompe pas, tu n'as même pas besoin d'avoir vraiment acheté un serveur à Steam ou quoi que ce soit. Si tu veux juste faire des petits tests chez toi, te connecter avec ton compte Steam et connecter à jeu. J'ai juste entrevu un tutoriel où il parlait de ça et il disait voilà, si vous voulez créer un petit truc où vos amis peuvent se connecter les uns aux autres par Steam, mais c'est pas Steam qui host, ça va se connecter d'IP à IP. Hein. Mais voilà, passer par le compte Steam avec l'ID Steam et tout ça, c'est géré de base par l'API. Si ça répond à ta question.
Ok, merci. De rien. Au fond. Ouais, tu nous as fait une démonstration pour 3D ce soir. Je voulais savoir si Unreal de base te proposait un mode un peu plus 2D où il Oui. fixe la caméra sur un axe. T'as Paper 2D qui existe, que j'ai pas testé. Mais je sais pas, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est juste un truc d'une boîte tierce qui a été intégrée dans l'Unreal. Mais c'est géré de base. Sinon, de manière générale, si tu veux, t'as juste à prendre ton... tu peux aussi prendre ton monde 3D et le mettre sur 2 dimensions et bouger la caméra comme ça marche aussi très bien. Voilà. Là. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets perso? Enfin, t'as fait quoi sur l'Unreal? En fait, à la base, je bossais chez Nova Quark. C'est des gens qui ont déjà vu les offres de stage. Ils bossaient sur, enfin, ils bossent toujours sur un MMO spatial avec des notions de voxel et de monde éditable et tout ça. Alors moi, j'ai pas vraiment bossé sur ces parties, mais j'ai pu avoir des retours. Par exemple, les gens qui bossaient sur les voxels et donc sur la génération procédurale. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà, ils m'ont vraiment fait remarquer que l'Unreal, c'est cool quand même tant que tu restes vraiment dans le cadre de l'Unreal et que tu t'en vas pas trop loin. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils généraient leur monde vraiment complètement hors de l'Unreal. Et après, pour linker ça et dire à l'Unreal, affiche-moi ça, en fait, dès que eux, ils devaient avoir accès vraiment à la partie vraiment base de l'Unreal et être en contact directement avec le code Unreal et donc le moteur, ça commence à devenir compliqué de dire à l'Unreal fais ça ou fais ça. C'est simple quand tu es sur l'API, c'est moins simple quand tu commences à faire des trucs compliqués. Aussi, on avait eu un gros problème. Si des gens veulent faire un jeu où la gravité est pas juste sur un plan, bah, ça marche pas sous l'Unreal. La gravité c'est en Z et c'est tout. Et si vous voulez faire autrement, vous allez vous faire foutre. C'est un peu le message, parce que ça fait 6 mois qu'il y a... Je crois que je l'ai mis dans le wiki, mais il y a un truc où il y a les différentes demandes, des gens qui disent « Oh, on aimerait bien qu'il y ait ça dans l'Unreal, on aimerait bien qu'il y ait ça dans l'Unreal ». Il y a une demande qui est quand même assez haut placée, on demanderait bien d'avoir une gravité sous forme de points, s'il vous plaît. Et il n'y a absolument aucune annonce qui a été faite là-dessus. Donc voilà, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Si votre cœur de gameplay est basé sur quelque chose d'un peu out of the norm, ouais, hors norme, il faut vraiment se renseigner si l'Unreal te laisse le faire. C'est même pas que tu peux le faire avec l'Unreal, c'est est-ce que avec l'Unreal c'est même possible. Voilà. Après, là-bas, j'ai surtout fait de l'intégration de code C++ à Unreal, donc rien de particulier. T'as aucun projet perso à côté concernant l'Unreal ou quoi? Si. Après, le seul truc, c'est... Voilà, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, mais c'est rien de particulier, c'est juste un jeu de stratégie tour par tour à la... comment ça s'appelle? Non, pas des civilisations. Final Fantasy Tactique ou des trucs comme ça. Ouais, Tactical RPG, merci. Mais typiquement, l'idée, c'est que la base du jeu est en pur C++, qui a été faite sous Linux, tout ça. Et c'est une base qui est partagée, c'est le gameplay, vraiment le cœur gameplay qui est partagé par le serveur et par le client. Et ensuite, je link ma... Pas de problème. Je link ma bibliothèque dynamique avec l'Unreal et je fais appel aux fonctions directement. J'ai fait ça parce que je voulais juste m'entraîner à faire du serveur de mon côté, mais je suis pas sûr que c'est une super bonne idée. Typiquement, ça prend surtout vachement de temps en fait, parce qu'on code une chose une première fois et ensuite on utilise le Pimple pour refaire ça dans l'Unreal, mais finalement on fait juste des forwarding partout et c'est pas super fun. Après,
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Merci. Salut, tout à l'heure tu parlais en fait de ta mise à jour de ta barre de vie et en fait tu passais par un tic et je me suis demandé s'il n'y avait pas une gestion événementielle que tu pouvais créer sur tes propres variables pour être notifié quand tu avais par exemple des changements d'écriture, lecture, d'accès, oui. divers. Alors typiquement, ce que je pourrais faire, alors en reliant ça au C++, dans mon caractère, quand mon caractère va prendre des dégâts, il y a une fonction qui s'appelle take damage, donc qui fait les machins de take damage. Ici, en fait, je pourrais avoir un event. J'en ai un dans weapon, si je ne me trompe pas. Nanana. Ou alors non. Attendez. Ok. Bon, en tout cas, on peut déclarer un event en C++ et on va juste dire. Ah, ça m'énerve de pas l'avoir. Attends. Bah, je le trouve pas. Désolé. C'est pas grave. Sinon, une autre petite question rapide. Oui, donc tu peux définir un event. Ouais. Tu vas lui dire que c'est un event qui est blueprint implementable. Mhm. Et en gros, ça veut dire que l'event va être déclaré en C++, mais il va juste être là pour trigger et que le blueprint récupère la main. Donc typiquement, au lieu d'utiliser un tick, je pourrais faire un event là et mettre à jour ma barre de vie. D'accord. Mais ce qu'il y avait d'important dans ma barre, c'est pour ça que je passais par un tick à la base. Après, bon, comme je les ai fait ça vite fait, je n'ai pas non plus pensé à tout faire proprement. C'est pas ici? Si, c'est ici. C'est ici. C'est de retourner la barre de vie vers le joueur. Typiquement, la barre de vie, elle est statique et elle est au-dessus de la tête du personnage. Mais dès que je vais commencer à tourner, comme on peut le voir dans le viewport, si je suis de travers, la barre de vie, elle ressemble à ça. Et c'est encore pire si je suis derrière. Il n'y a plus de barre de vie. Donc typiquement, il faut tourner l'UI pour qu'elle soit toujours face au joueur. Ça, tu peux le faire qu'avec le tick. Voilà. D'accord, c'est pas géré automatiquement, justement, parce qu'on pourrait, s'il y a une gestion événementielle de créer, au niveau de la rotation de ton personnage, ça pourrait trigger un événement pour recadrer correctement la barre de vie et ainsi de suite. Ça pourrait faire des événements qui se enchaînent pour tout mettre à jour, seulement que des modifications d'environnement. Et non pas à chaque tour du moteur pour éviter de faire des pertes de... Bah ça non. Je sais que tout le monde utilise tick dès qu'il y a vraiment un truc que tu veux être sûr que ça soit vrai tout le temps. Ouais. Donc non. Après, ouais, tu pourrais dire que quand le joueur bouge caméra, t'envoies un événement pour dire à tous les trucs qui doivent... mais c'est toi qui vas devoir le coder. Ça n'existe pas de base sur l'Unreal. Ah d'accord. Et une autre question au niveau des IA. Oui. Est-ce que ça intègre des langages de script pour coder les IA? Est-ce que c'est déjà géré? Il y a déjà un langage de script interne c'est un langage à base de blueprint en fait. Donc tu vas avoir des cases et des arbres et dire ici ça fait ça, sinon ça fait ça. Mais c'est tout. Ouais, mais parce que c'est par exemple aussi intéressant des fois dans les jeux, c'est de pouvoir charger ses propres IA depuis un fichier, les loader, directement interpréter leur contenu, etc. Je sais pas si c'est possible. Il n'y a pas de langage de script à part les blueprints pour... Ouais, c'est justement. Ce qui est un peu dommage des fois. Il y avait quelqu'un au fond, si je me rappelle. Ouais, c'est surtout, je me souviens plus si tu l'avais précisé ou pas, mais est-ce qu'il est possible ou il y a un moyen de passer de ton code CPP à du blueprint ou dans le sens inverse, passer à du blueprint vers du CPP? Je sais pas si c'est clair. Bah, typiquement, comme je le montre ici avec les uFunctions, les uProperty et trucs comme ça, toutes ces macros-là, elles sont là pour dire, pour faire un lien avec le blueprint depuis le C++. Après, pour faire un lien entre du blueprint au C++, là, ça devient
pas faisable. Enfin, si c'est faisable, mais ça demande d'hardcoder le path jusqu'au blueprint dans le code, du genre load-moi ce blueprint. C'est pour dire, par exemple, mon caractère égale le blueprint de ce caractère. Et donc tu dois dire load machin et parenthèse path to blueprint. Et enfin, ça, c'est jamais une bonne idée parce que tu vas souvent rechanger tes paths. De manière générale, c'est quand même assez bien fait pour que tu puisses vraiment faire C++ blueprint sans jamais avoir besoin de faire l'un et l'autre. Après, voilà, le seul moyen de communiquer de blueprint à C++, c'est pas directement par des fonctions, mais c'est juste en gros en settant des variables dans ton blueprint. Typiquement, tu fais une action, dans C++, tu appelles ton truc, plus loin dans ton code, ça va appeler un blueprint. Le blueprint va set une variable de ta classe et ensuite tu vas pouvoir faire des trucs en fonction. Voilà. Bah, je pense que c'est tout. Ah, bah allez-y, allez-y. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'API de Real Engine. Je voudrais savoir si elle peut gérer réellement tous les paramètres du jeu. C'est, par exemple, si c'est un jeu type avec du contenu extérieur dans une base de données, ça veut dire de l'argent ou un inventaire, si ça peut réellement aller rechercher le tout et l'implémenter ailleurs. Tu veux dire par exemple si tu as un serveur qui est codé en C# ou je sais pas quel langage, Voilà. qui gère des inventaires de personnages et des conneries comme ça, Ouais. et tu veux récupérer ça depuis l'Unreal. C'est ça. Ça, j'avais vu un mec qui posait la question et il disait que c'était possible, mais que c'était juste un peu chiant parce que, enfin, c'était pas pratique parce que tu vas complètement jeter toute l'API d'Unreal qui gère déjà ça en fait. Donc voilà, tu jettes une partie de l'Unreal. Après, si tu as vraiment un truc vraiment bien fait en C#, oui, pourquoi pas, mais sinon, c'est juste que tu n'utilises pas l'Unreal. Mais c'est possible, oui, c'est possible. D'accord. Et on est obligé de passer par l'API Unreal ou on peut utiliser une API qu'on aurait préalablement créée nous-mêmes? Si je me trompe pas, l'Unreal... le truc c'est que vu que... Ça dépend si tu veux te compliquer la vie ou pas en fait. Parce que c'est possible en utilisant l'Unreal, mais peut-être qu'il y aura des moments où tu devras retoucher au code du moteur pour accepter certains trucs. En tout cas de ce qu'ils disent, ils essaient au plus de... comment dire? Ils essaient au plus de rendre l'Unreal capable d'accepter différentes API, différentes comme ça. Typiquement, il y a des gens qui créent des nouvelles API qui ensuite sont disponibles en Blueprint et des trucs genre, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui permet de faire des arbres vachement beaux super facilement. Mais c'est géré par l'Unreal. Enfin voilà, il y a un lien qui a été fait entre les deux et maintenant ça marche bien en Unreal. Donc avoir des API externes qui marchent avec Unreal c'est possible, mais c'est pas sans travail. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. Ouais. Ouais, j'avais une question par rapport aux blueprints. Tu disais que les blueprints sont des binaires. Oui. Ça pose problème, parce que, effectivement, pour le versionning. Du coup, quelles sont les solutions qui sont utilisées pour pouvoir faire du versionning sur le blueprint quand on travaille en équipe ou par exemple dans une boîte Moi, j'en connais pas. Donc ça implique que si par exemple il y a un blueprint qui est utilisé par je sais pas, une équipe de 10 personnes, que chacun a besoin de modifier ce blueprint, à chaque fois, il n'y a vraiment aucun système de versionning, ça serait un peu chiant quand même. Vraiment, j'en ai pas entendu parler. Je sais que là où on était, on n'avait pas de versionning. Après, on n'était pas des maîtres Unreal, donc j'ai peut-être tort, peut-être que le monsieur il veut interrompre. En fait, il y a Perforce qui intègre Git dedans et qui en plus optimise le versionning sur les binaires. C'est ce qui est utilisé chez Naughty Dog. Donc il y a des solutions en fait pour les binaires. Après,
faut savoir que, enfin, on utilise Perforce, mais c'est quand même assez. Enfin, tu peux pas travailler en parallèle sur un fichier Perforce. En gros, dès que tu vas commencer à vouloir y avoir accès, déjà, il faut rentrer à la main. Ah, je lock mon truc. Donc, tu vas lock tes blueprints. Ou tu sais, Perforce est fait pour les artistes, donc tu vas lock ton binaire. Les autres gens peuvent pas le récupérer. Donc, tu vas lock ton binaire, faire tes machins, et ensuite le délock et le rendre à tout le monde, et il va passer en read-only. C'est comme ça que ça marche Perforce. Donc, oui, ça fait du versionning, mais c'est pas Git, quoi. Hein. C'est à des années-lumière. C'est à des lumières d'être aussi pratique et vraiment facile à utiliser, quoi. Voilà. Je pense que c'est tout maintenant. Donc, j'espère que ça vous a plu et que si vous ne saviez pas si l'Unreal vous plaît, ça vous a permis de savoir, d'être plus... Ah. Je voudrais savoir si les variables qu'on crée dans le level, via le blueprint, etc., est-ce que c'est des variables globales ou pas du tout? Ça, ça dépend de comment on les déclare en fait. Typiquement, dans ta variable, tu peux dire si elle est private ou pas. Donc voilà, déjà tu sais si elle est globale ou pas. Non, c'est pas ça la question. D'accord. Si, mais en fait le truc c'est qu'une fois j'avais plusieurs blueprints à créer, des blueprints différents en fait, et j'arrivais pas à accéder à certaines variables alors qu'elles étaient déjà publiques en fait. Et je voudrais savoir si justement il y avait un problème par rapport à ça ou pas du tout. Non, c'est peut-être que tu as eu un bug. Je sais qu'il y a des bugs qui arrivent des fois. Enfin, voilà, rien n'est parfait. Mais normalement, non, si tu es en public, n'importe qui peut faire this class et ensuite récupérer depuis this class ton machin, quoi. D'accord, ok, merci. Mais alors, je sais pas, hein, mais peut-être que tu as oublié de caster dans le type que tu voulais d'abord. Pour récupérer la variable. Par exemple, c'est possible que tu aies casté en caractère et que toi, ton truc, c'est une sous-classe de caractère. Donc ça, c'est un truc qu'il faut toujours faire. Voilà, c'est alors notion qu'à chaque fois, il va falloir tout le temps caster dans ton type pour pouvoir ensuite récupérer tes variables et tes fonctions, quoi. D'accord, okay. Je crois que ça venait de là parce que ouais, je castais pas tout le temps ou alors je savais pas tellement ce que je faisais. D'un autre côté, c'était avec la version 4.3 et je me rappelais que j'avais un problème, il y avait un bug justement quand je liais ma variable avec mon espèce de nœud de script là, ça a changé de nom. Je sais pas pourquoi. C'était un bug en fait. Donc, ok. Je pense que depuis ils l'ont réglé, mais j'ai pas essayé. C'est possible, oui. Faut savoir, ça je l'ai pas vraiment dit, mais maintenant on est à la 4.7 et sur l'Unreal ils ont vraiment fait énormément d'améliorations, aussi bien en C++ qu'en Blueprint. Et en C++ c'est vraiment agréable. Typiquement le Wizard, au tout début, il marchait pas très bien. Le fait de pouvoir recompiler à la volée comme ça, c'est super pratique. Voilà, c'est des choses quand même à considérer. Même si tout n'est pas parfait en ce moment, ils sont toujours en train d'essayer d'ajouter de nouvelles features, de rendre l'IA plus complète. Si je me trompe pas, l'API de serveur, elle n'est pas encore parfaite. Ils sont en train d'ajouter le plus de fonctions à chaque fois. Parce que typiquement, l'API en C++ est bien, mais en Blueprint, elle n'est pas encore complète, donc ils essaient de mettre à jour tout le temps. Mais voilà, c'est quand même assez agréable de voir qu'ils continuent à mettre à jour et pas des mises à jour de merde, quoi. Voilà. D'accord, ok. Une dernière question. Est-ce que tu sais s'il y a possibilité de changer la façon dont tu rends tes objets, par exemple pour l'instancing de tes unités ou de tes personnages? Là, je voudrais savoir comment tu l'as fait en fait. Parce que j'ai commencé à travailler sur un jeu de stratégie. Et le problème, c'est que dès que je dépasse un certain nombre d'unités très bas, on va dire, ça... Allô ? Ouais. Ça défonce mes performances, en fait, et je voudrais savoir s'il y a possibilité de changer la façon dont tu rends les trucs. Par exemple, de passer en hardware instancing. Je sais pas si tu vois de quoi je parle ou pas du tout. Non. D'accord, ok, c'est bon. Non, vraiment pas. Ouais, ça a l'air stylé, mais attends, on a un peu l'impression qu'il y a encore masse bugs et masse trucs pas pratiques. Donc en fait, ma question c'est, ça vaut le coup vraiment?
Non mais genre si je dois faire un jeu et que je m'y mets vraiment, ça vaudra le coup à la fin ou il y aura genre alors, on a l'impression que c'est une bêta quoi. Il n'y a pas mass bug. Il y a des fois où le moteur crash. Ok. Mais c'est pas parce que l'éditeur va crasher que ton jeu va crasher toutes les 4 secondes derrière. Après, relancer l'éditeur, ça prend genre 15 secondes. Donc bon, voilà, c'est pas non plus le truc le plus long du monde. Il y a, de ce que tu dis, enfin, il n'y a pas les choses qui sont dans l'Unreal, elles sont pas prototypaires. À part typiquement parce qu'ils ont marqué prototypaire UMG, ça existe depuis la 4.5. Donc le principe d'avoir des HUD qui sont en 3D, ça n'existait pas avant la 4.5. Enfin, ça existait, mais de manière prototypaire, donc il y avait des bugs partout, des trucs comme ça, mais ils le savaient. Et il y avait des gens qui l'essayaient, qui pouvaient faire des trucs. Et au final, maintenant, ils ont une version super stable qui bug plus trop. Si tu as vu, par exemple, tout à l'heure, il y avait un problème de ça, là. Ça, c'est parce que, si je me trompe pas, c'est juste que j'ai pas rebuild. Ah, ok. Mais en gros, faut souvent rebuild pour que les lumières, parce que les lumières sont mis en tout ce qui est lumière statique, typiquement le. Ok, bah ça marche pas. Il n'y a pas de bug. Les lumières sont statiques, donc pour avoir beaucoup plus de performance et pas avoir calculé tes lumières à chaque seconde. Mais je sais pas pourquoi je parlais de ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, faut pas oublier de build quand tu as un résultat qui est dégueulasse, souvent c'est pour ça. Mais non, il n'y a pas énormément. Enfin, il y a quelques bugs, mais c'est jamais quelque chose qui va t'empêcher de développer en fait. Et ça, c'est quand même un bon point. Je veux dire, s'il y a un bug, tu vois, un petit bug, ton animation elle se play pas exactement comme tu veux, ok, mais c'est pas ça qui va t'empêcher de faire ton jeu, quoi. Ça sera corrigé plus tard. Ok. Est-ce que ça vaut le coup bah, ça dépend en fait. Est-ce que tu as envie de te faire chier à recoder un moteur 3D et utiliser OpenGL ou est-ce que tu as envie de drag and drop des trucs dans une fenêtre C'est toi qui vois. Bah, si ça prend pas trop de temps et que c'est pas buggé, ouais. Hein. Est-ce que tu t'es renseigné sur Unity, tu as essayé tout ça? Non, je l'ai dit au début de la con, j'ai juste utilisé l'Unreal, donc je sais. À part que c'est en C#, je sais pas rien sur Unity. Ou d'autres moteurs de jeu D'autres, non, que Unreal. Désolé. Donc je pense que cette fois, il n'y a plus de questions. Donc bonne soirée à tous.